Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Inondations, tempêtes, feux de forêt, sécheresse, séismes, les événements climatiques n'ont jamais été aussi extrêmes qu'en 2023. Plusieurs records ont été enregistrés. 2023 est l'année la plus chaude, des émissions de CO2 historiques. La planète va mal, une planète qu'il faut pourtant préserver pour les générations futures. L'urgence climatique est bel et bien là et les mesures à mettre en place pour que la Terre reste un endroit viable s'imposent. Le temps presse plus que jamais, 7 ans, c'est le temps qu'il nous reste pour tenter encore de limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius. Selon une évaluation des Nations Unies, les émissions mondiales devraient augmenter de 10% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Et pour les scientifiques, il faut les réduire d'au moins 45% d'ici 7 ans. 2023, quel bilan pour la planète? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, M. Mohamed Sinan, vous êtes expert en ressources en eau et en changement climatique. Bonsoir. Bonsoir Adam et merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Avec nous également, M. Mohamed Yacoub Berbiza. Vous êtes professeur de sciences environnementales à l'Université Qadiriyat. Bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et M. Abdelrahim Qsiri, vous êtes président de l'Association des enseignants des sciences et de la vie de la Terre. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir également, messieurs. Je vais commencer avec vous, monsieur Sinan. Quel est le fait au niveau écologique qui a été le plus marquant pour vous cette année? Alors, il y a eu plusieurs annonces ou plusieurs événements malheureux qui sont en rapport avec le climat. Et notamment, comme vous avez dit, donc c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Donc on le vit encore aujourd'hui, on l'a vu en été. Il y a aussi donc, le froid qui s'accentue. Tout ça, c'est des événements qui étaient prévus par tous les modèles de projection climatique effectués dans le monde depuis plusieurs décennies. Donc on est en plein dedans, malheureusement. Donc ce n'est pas des surprises, c'est des choses auxquelles il fallait qu'on s'y attende tous. Et maintenant, donc, il faut faire en sorte que ces événements diminuent dans le temps et qu'ils ne s'accentuent pas avec donc l'augmentation, avec les émissions des gaz à effet de serre qui continuent encore à augmenter. Alors, comme vous l'avez bien dit, normalement, ils devaient baisser suite à l'accord de Paris, alors qu'on continue encore à avoir donc, des augmentations, c'est-à-dire que les pays industrialisés continuent donc à utiliser beaucoup les énergies fossiles donc, qui sont à l'origine des émissions des gaz à effet de serre. Donc on retiendra pour vous l'année la plus chaude. Tout à fait. Ce record qui a été enregistré cette année. Monsieur Yacoub Berbiza, quel est le fait qui vous a le plus marqué cette année? Non, je pense par rapport à ce que le professeur Sinan a dit, il y a des choses qui marquent l'année 2023. Il y a des choses qui sont naturelles, c'est la catastrophe naturelle. Et l'exemple que le Maroc a subi, le tremblement du Haut-Atlas, il y a les catastrophes climatiques. D'accord? Il y a deux groupes de catastrophes. Donc, pour les catastrophes naturelles, la chose qui m'a marqué le plus, c'est ce que le Maroc a vécu cette année avec le tremblement du Haut-Atlas, qu'on a vécu ensemble. Et en relation avec les extrêmes climatiques, avec les catastrophes climatiques, la chose la plus importante, à mon avis, il y a deux choses. Il y a les extrêmes thermiques. On a vécu au Maroc des extrêmes thermiques qui n'ont été jamais enregistrés. Je donne l'exemple d'Agadir, on a enregistré 50,4 degrés Celsius le 11 août. Et dans d'autres pays, c'est la même chose. Par exemple, en Chine, on est arrivé à 52,4 degrés Celsius. Et l'autre phénomène le plus marquant, c'est le phénomène de la sécheresse sous différentes formes, que ce soit une sécheresse météorologique, la sécheresse édaphique, et la sécheresse qu'on vit météorologique, édaphique et autres, qu'on est en train de vivre. Et le cumul des années de sécheresse qui fait qu'on est en train de vivre des catastrophes climatiques. Plusieurs événements donc marquants pour vous, Monsieur Yacoub Berbiza. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Qsiri. Quels événements, quelle catastrophe climatique vous a le plus marqué cette année? Oui, merci infiniment. Oui, en réalité, mes amis, ce qu'ils ont dit, c'est vraiment l'augmentation de température qui est une manifestation des changements climatiques. Mais il faut savoir que
on produit toujours et on continue à vraiment brûler davantage, malheureusement, d'énergie fossile. Et donc, 2023, au lieu d'aller vers le sens qui a été initié auparavant avec l'accord de Paris, avec une diminution d'abord de l'utilisation d'énergie fossile, avec la guerre en Russie, c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a bouleversé complètement la solidarité internationale et le focus que doivent donner tous les pays, et surtout les pays les plus développés, en renforçant leur action climatique, chose qui a été déjà initiée. Mais malheureusement, avec cette crise, il y a eu une crise d'export du gaz. Il y a aussi d'autres pays en Europe, même en Allemagne, qui avaient fermé même des centrales nucléaires, qui étaient sur le point de fermer toutes les stations charbon après l'accord de Sharm el-Sheikh, COP27, c'était de se passer de manière définitive du charbon. Malheureusement, avec la crise du gaz, avec l'augmentation des prix, ils sont retournés au charbon. Il y a un retour au charbon, il y a aussi une augmentation d'utilisation d'énergie fossile, et donc il ne suffisait pas les 80 millions de barils par jour qui ont été brûlés, et les centaines de milliers de tonnes de charbon, ce sont des chiffres qui sont alarmants, mais malheureusement, tous ces chiffres, aucune planète ne peut résister, sachant que notre planète est vraiment, elle est unique. C'est une planète précieuse parce qu'elle a des conditions qui n'existent nulle part. On reviendra sur les objectifs de décarbonation, Monsieur Kseri, plus tard dans cette émission, mais là, c'est vraiment le fait qui vous a le plus marqué pour l'année. Oui, ce que je peux dire, le fait, c'est l'augmentation d'abord des émissions des gaz à effet de serre et du charbon, et ça a impacté directement le climat en entier, l'augmentation de température, l'augmentation des inondations, l'augmentation des feux de forêt, mais il y a quelque chose qui passe un petit peu inaperçu parce que sur le continent, c'est la sécheresse qui frappe tous les pays, le Maroc en premier lieu, avec un pays méditerranéen qui est très sensible, avec l'effacement des saisons, mais ce qu'on n'a pas discuté, c'est surtout le réchauffement des océans. Et ça, c'est très, très grave, parce que les courants océaniques, c'est eux qui régulent et qui ont cette capacité de garder ce système en équilibre. Maintenant, on a eu des températures au-delà de 28 degrés en Méditerranée. On a frôlé plus de 30 degrés au niveau de certaines zones du Pacifique. Et donc, cette augmentation de température, il a un impact sur la sécurité alimentaire, sur la sécurité hydrique, mais aussi sur la sécurité énergétique, parce que le monde entier en dépend des 70% de l'océan. Tout à fait, donc cette augmentation record des températures, l'année 2023 la plus chaude. Monsieur Sinan, vers où va-t-on et quelles sont les perspectives aujourd'hui? Les perspectives ne sont pas bonnes. Il faut qu'on reconnaisse ça tous. Donc on constate ça, que les températures continuent d'augmenter. Et donc si la communauté internationale ne fait pas des efforts substantiels, réels, mesurables, vérifiables, malheureusement, les choses ne vont pas beaucoup s'arranger, c'est-à-dire que les températures vont continuer à augmenter, les précipitations dans la plupart des régions du monde vont continuer à baisser, les ressources en eau, l'élévation des niveaux de la mer, sans parler d'autres conséquences sur la santé de la population, etc. Et justement, avec la sécheresse extrême causée par ces chaleurs, le Maroc est l'un des pays qui pâtit le plus. Ça fait 6 ans, 6 années consécutives de sécheresse pour le Maroc. Le stress hydrique doit être arrivé à un seuil aujourd'hui critique. Donc, c'est le défi urgent pour le Maroc aujourd'hui? Alors, le Maroc subit en plein fouet donc, les conséquences du changement climatique. Donc, comme on l'a toujours dit, donc, le Maroc il fait partie des pays vulnérables et non émetteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il subit les conséquences des activités des autres pays industrialisés, comme la plupart des pays donc, en voie de développement. Parmi les conséquences qu'on vit, que le citoyen voit tous les jours, c'est la baisse des précipitations. La saison agricole n'est pas encore commencée, donc les barrages, ils ont atteint un niveau, disons, de baisse record. On est à quelque chose comme 23%, qui n'a
pas été enregistré depuis de nombreuses années, donc avec toutes les conséquences sur la satisfaction des différents besoins en eau de l'agriculture, bien sûr donc l'eau potable. Heureusement, donc, le potable n'est pas encore touché aujourd'hui. Et bien sûr, donc, les besoins de l'industrie, du tourisme, etc. Donc le Maroc fait face à ça avec beaucoup de courage, beaucoup d'engagement et, comme j'ai dit la dernière fois, avec beaucoup d'intelligence. Donc il a vraiment une politique visionnaire, anticipative par rapport donc, à ce qu'on vit donc, à travers les différents programmes. Peut-être dont nous allons donc le discuter lors de l'émission, notamment le développement des ressources non conventionnelles. Une vision donc stratégique, comme vous le dites, M. Sinan. M. Yaqub Berbiza, parlons justement du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Plusieurs méga-projets aujourd'hui en cours. Où en est-on? Quelles sont les nouveautés et les avancées pour cette année 2023? Non, je pense que le Maroc a compris un peu tôt les enjeux du changement climatique. Il a compris que son développement dépend de ses ressources. On a beaucoup de ressources et on est très vulnérable au changement climatique. Et on doit faire de telle façon que, de point de vue gestion et de point de vue adaptation au changement climatique, bien gérer nos ressources et bien les gérer d'une façon durable. Tous nos ressources sont très vulnérables et sont exposées au changement climatique. Et tous nos ressources, que ce soit les océans, que ce soit la biodiversité, que ce soit l'eau, doivent être gérées d'une façon durable en tenant compte de ces contraintes climatiques, en tenant compte de la variabilité climatique, en tenant compte des extrêmes climatiques. Le Maroc a compris l'enjeu très tôt, d'accord? Donc, il a fait beaucoup de choses. Il y a deux choses. Il y a l'atténuation dans laquelle on est impliqué avec tout le monde et on contribue à réduire nos émissions, bien que nous ne sommes pas des grands émetteurs. Notre émission ne dépasse pas les 0,7% à l'échelle mondiale. L'Afrique en entier ne dépasse pas 3%. Mais tout ce qu'on fait, nous, c'est en termes d'adaptation. En termes d'adaptation des ressources et surtout dans le volet ressources en eau, le Maroc a fait beaucoup de choses, mais elle a accumulé un certain retard, à mon avis, en ce qui concerne l'adaptation de l'offre. On a fait beaucoup de choses en ce qui concerne la gestion de la demande, mais en ce qui concerne l'adaptation de l'offre, on a compris qu'on doit gérer aussi l'offre. C'est pour cela, maintenant, on est impliqué dans tous les cas. Pour le Maroc, on doit augmenter l'offre. On ne peut pas régler le problème des ressources de l'eau autrement. L'offre, c'est de passer directement au dessalement. On n'a pas d'autre possibilité que d'augmenter l'offre à travers le dessalement et à travers le développement d'un nexus. Je le dis toujours, il faut essayer de développer un nexus où on tient compte des énergies renouvelables. On a beaucoup de capacités en ce qui concerne les énergies renouvelables. On tient compte de la production des ressources en eau et on doit intégrer ces ressources en eau dans une agriculture durable, dans des villes durables, dans la durabilité d'une façon générale. À côté de dessalement, le Maroc il est en train de faire en relation avec son programme 2023-2027, il est en train d'installer beaucoup de stations de dessalement et il est passé à la vitesse supérieure. Et en relation avec ça, et pour gérer la crise, on est en train de vivre une grande crise. Pour gérer la crise, on a essayé de rattacher les bassins entre eux pour essayer de satisfaire le besoin d'un certain nombre d'agglomérations. Mais à mon avis, tout cela reste des actions complémentaires par rapport au dessalement. Et à côté de ça, on devrait voir la façon dont nous mettons en place nos barrages. Nos barrages, ils sont malades. La façon dont nous continuons à mettre en place et à construire le barrage, je vois comme si on ne tient pas compte des contraintes climatiques. La politique des barrages au Maroc, c'est très bien, elle a donné satisfaction, mais c'était génial, mais on doit adapter la façon dont nous mettons en place nos barrages en tenant compte des contraintes climatiques, de la variabilité climatique et des changements climatiques. Mais il y a des barrages qui doivent donc tenir compte de cet impératif climatique. Je me tourne vers vous, Monsieur Rséré. Donc, on a parlé des 12 stations de dessalement d'eau, donc comme vient de le dire Monsieur Yaqub Berbiza. Il y a également donc des nouveaux barrages, les 18 nouveaux barrages. On parle aussi de programmes d'interconnexion via l'autoroute de l'eau.
donc des barrages de Sfro jusqu'à Sbo, jusqu'au Bourg-Greg. Que dire de cette stratégie du Maroc? Ce qui a été dit par mes collègues est pratiquement vrai. Le Maroc, il a une très bonne stratégie avec la stratégie des barrages qui a permis une capacité qui est trop élevée, c'est-à-dire 18 milliards mètres cubes. Et cette capacité lui a permis d'abord d'avoir l'adduction d'eau potable 100% dans les villes, plus de 97% dans les zones rurales, mais aussi plus de 2 millions de hectares d'irrigués et d'agriculture qui a été irriguée. Maintenant, avec ce changement climatique sévère, avec le stress hydrique, avec aussi l'augmentation des besoins et de l'utilisation de l'eau partout, dans toutes les régions, même les plus arides, dans l'irrigation, avec une surexploitation qui est très forte de la nappe phréatique. Maintenant, on vit vraiment une difficulté réelle. Cette difficulté, la réponse de l'État, elle est là, elle est très forte, ça a été dit, avec le ministère de l'Équipement, avec aussi la DGCT, qui en tant que ministère de l'Intérieur, qui ont déployé tous les moyens disponibles à l'État, c'est-à-dire transfert de l'eau, politique de dessalement de mer, projet très accéléré, mais il leur faut du temps parce qu'il y a eu beaucoup de retard durant les 10 dernières années dans les projets. Et donc, ce temps-là, on ne l'a pas, c'est pourquoi il y a des mesures parfois qui sont contraignantes par rapport à l'eau potable, qui est priorité des priorités, et par rapport à l'eau disponible pour le bétail et aussi pour les arbres fruitiers. Et donc, c'est ça vraiment ce que cherche l'État à sauver dans cette situation très, très tendue et très sévère. Maintenant, est-ce que le dessalement est la solution? Oui, c'est une solution, mais il n'est pas la solution. D'abord, pour deux raisons. D'ici 2030, on aura 20 stations avec une capacité de 1 milliard de mètres cubes. Alors, c'est très, très loin devant les 24 milliards de mètres cubes qui vont être disponibles grâce à la politique de barrage qui continue, qui se poursuit. Elle n'a pas arrêté avec les barrages collinaires aussi, les plus petits avec les régions, qui a été menée par le ministère et les deux ministères, l'Intérieur et l'Équipement, et le ministère de l'Eau. Et cette politique, elle va donner aussi la capacité d'augmenter les possibilités, mais ça ne va pas aller vers l'agriculture comme le Maroc doit aller pour une sécurité alimentaire réelle. Mais en même temps, ça va permettre vraiment au Maroc d'avoir une eau, mais qui est plus coûteuse, parce que 60% du prix de l'eau qui vient de dessalement, c'est de l'énergie. Toutefois, comme ça a été dit par Siboukhza, en réalité, il y a aussi un potentiel énorme des énergies renouvelables, mais qu'on doit accélérer ce chantier, mais de manière très rapide, parce que le Maroc est l'un des meilleurs pays par rapport au potentiel éolien, par rapport au potentiel photovoltaïque, et ça lui permet aussi de se positionner par rapport à l'hydrogène. Et lorsqu'on a des acteurs comme l'OCP qui sont entrés en action pour réaliser des stations de dessalement, pour réaliser 100% d'énergie renouvelable au niveau de l'OCP, ça veut dire qu'on a maintenant beaucoup de leviers qu'il faut absolument actionner. Toutefois, il reste d'autres qu'il faut absolument mobiliser. Ce sont les territoires, ce sont le privé, les citoyens. Et donc ça, il y a un potentiel encore énorme et qui pourra nous permettre d'entrer non pas uniquement dans la réactivité, mais aussi dans la capacité d'adaptation à ces changements climatiques qui sont maintenant devenus structurels et permanents. Donc le potentiel des citoyens, on retiendra ça, le potentiel des citoyens et des investissements privés, certainement le secteur privé, pour faire face à ces défis. Monsieur Sinal, vous voulez rebondir sur les propos de notre ami Monsieur Qasseré? Oui, non, mais partage totalement donc, les propos de mes collègues qui m'ont précédé. Une politique forte de l'État qui a mis du temps à être mise en place. D'abord, je voudrais donc repréciser donc la situation hydrique actuelle d'aujourd'hui des ressources en eau du Maroc. Donc, j'ai dit que le taux de remplissage des barrages est d'environ 23%. Ça fait à peu près 3,7 milliards de mètres cubes d'eau qui sont disponibles dans les barrages. C'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport donc, à un potentiel de 22 milliards.
de 22 milliards et d'une capacité de stockage qui dépasse donc 20 milliards. Donc on est vraiment dans une situation critique. Donc je voulais souligner ça. Donc on est à 2 milliards de mètres cubes de moins par rapport à l'année dernière. Au niveau de taux de stockage l'année dernière, on était à 31,4. Donc vraiment, on est dans une situation critique. Donc les autorités, bien sûr, sont pleinement conscientes de ça. Donc ils ont pris des mesures concrètes sur le terrain. Donc hier, il y a une circulaire de M. le ministre qui est sortie, qui incite aux restrictions de l'utilisation de l'eau dans les différents domaines. Agricoles, bien sûr, l'eau potable, l'arrosage, le nettoiement des chaussées, des voitures, etc. Donc c'est des mesures concrètes. Alors par rapport à la politique de l'État, est-ce qu'il est, disons, parfaite ou il peut être amélioré? Moi, j'ai toujours dit que s'il y a les domaines dans lesquels le Maroc a le plus réussi, donc avec le témoignage du monde entier, c'est le secteur de l'eau. Et donc, c'est grâce à ça que, encore une fois, aucun Marocain ne manque d'eau pour boire ou d'alimentation, etc. Donc, avec toute l'infrastructure qu'il a réalisée depuis l'avènement de l'indépendance, donc c'est dire une politique vraiment visionnaire dans ce domaine. Mais ça ne veut pas dire que tout a été fait pour différentes raisons. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais j'ai toujours dit que le Maroc, notre pays, aurait pu développer une expertise dans le domaine de dessalement depuis bien longtemps. Tout simplement parce qu'on avait tout, on a 3500 km de côte, on a l'expertise, donc on aurait pu, marier ces deux. Donc il y a le terrain qui est disponible, il y a l'eau, il y a l'expertise, donc on aurait pu développer cette expertise et l'utiliser le jour où on aura besoin, et maintenant on en a besoin. Donc peut-être on a tardé un petit peu, et aussi par rapport à la coopération internationale avec les pays amis, notamment africains. Donc on aurait pu, avec cette expertise, aider nos pays amis africains à développer ça. Il y a aussi, comme j'ai toujours dit, le retard en matière de valorisation des eaux usées épurées. Ça nous fait tous mal de voir encore des eaux usées rejetées dans la nature, dans la mer ou dans le milieu naturel. Normalement, on ne devait rien rejeter. Toute cette eau devait être valorisée d'une manière ou d'une autre selon l'usage adapté. Donc, bien sûr, on ne peut pas utiliser l'eau usée, même épurée, partout, mais il y a différents usages qui sont adaptés. Les transferts, on vient de voir, une concrétisation récemment avec le transfert de Sebou vers Bourgueil. Peut-être on aurait pu aussi anticiper ça. La collecte des eaux pluviales, pratiquement inexistante. Normalement, l'eau qui tombe, il va vers l'assainissement, les réseaux d'assainissement, ce qui n'est pas normal dans un pays qui manque d'eau. On aurait pu valoriser ça, au moins pour le nettoiement ou bien pour des activités qui ne nécessitent pas de l'eau potable. Aussi, la recharge artificielle des nappes. L'eau, dans le bassin de Sebou, il y avait 1 milliard de mètres cubes qui allaient en moyenne vers la mer. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu ce transfert pour utiliser ce milliard. Donc ce milliard, on aurait pu l'utiliser pendant des décennies à recharger des nappes qui sont maintenant très surexploitées avec des niveaux bas records. Donc vous voyez, c'est des choses sur lesquelles le Maroc aurait pu travailler. Bien sûr, il y a toujours des raisons qui ont fait que le Maroc n'a pas utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition. Des mesures qui ont pris un peu de temps à être mises en place, mais la réponse de l'État a été forte. Elle doit être accélérée. C'est ce qu'on retiendra d'ailleurs de vos avis, messieurs. Monsieur El-Khseri, en parlant de sécheresse, vous le disiez tout à l'heure quand vous parliez des catastrophes naturelles, il y a eu des feux de forêt, notamment au Canada, au Portugal, en Grèce. Donc, que dire de ces événements qui sont justement dus à cette sécheresse extrême? Oui, en réalité, ce qui se passe, c'est les taux inédits. Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'auprès du Canada,
le pôle Nord, on aurait pu avoir des températures qui vont vers les 40 degrés. Et on a presque 1 million de kilomètres carrés qui est en train de glace qui est en train de se perdre dans ces temps-là. Et les forêts canadiennes, il y a des millions de hectares qui sont en train d'être brûlés. Et malgré les moyens forts de l'État canadien, américain et toute l'aide internationale, il y a des feux qu'ils disent qu'ils ne peuvent absolument pas les éteindre. Il faut attendre les pluies pour les éteindre. Donc on est dans une situation d'incapacité totale des pays qui sont parmi les plus forts. Et on a vu ce qui s'est passé au niveau du nord méditerranéen. Les pays les plus riches, ils ont été atteints par des feux beaucoup plus que le sud méditerranéen. Au Maroc, on a beaucoup de chance d'avoir développé un centre vraiment de lutte contre le feu avec les eaux et forêts. Et ce centre-là, il a permis vraiment de maîtriser les feux de forêt, même si on a vraiment des difficultés. Alors les feux de forêt, le lien avec l'eau, il est direct, parce que parmi les causes des feux de forêt, il y a l'augmentation de température, il y a la chaleur, mais il y a aussi la surexploitation des nappes phréatiques. On voit le rapport de la Cour des comptes pour le parc d'Ifrane. C'est un parc qui est vraiment un bijou national où la surexploitation à cause d'une agriculture intensive a fait disparaître complètement des lacs et a fait diminuer la nappe à des niveaux trop bas, chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Lorsque la nappe diminue, ça veut dire que les arbres ne passeront pas la période sèche qui est de plus en plus longue facilement, parce que leurs racines ne vont plus atteindre comme auparavant l'eau qui est en sous-sol. C'est comme ça qu'ils peuvent continuer à survivre. Et la même chose aussi pour les arbres fruitiers. Il leur faut une nappe phréatique pour puiser l'eau lorsqu'il y a une difficulté. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, leurs feuilles sèches deviennent plus secs et ils sont atteints avec de beaucoup de maladies. Donc la santé des arbres, elle est touchée, mais surtout, ils deviennent vraiment très sensibles au feu. Et donc, ils deviennent comme vraiment du charbon. Et donc, c'est facile d'avoir une propagation trop rapide de feux de forêt. C'est pourquoi le système, il faut travailler sur les différentes dimensions, que ce soit les dimensions humaines ou les dimensions climatiques. Et surtout, les dimensions humaines, parce que les dimensions climatiques, comme l'a dit Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, on n'est plus dans le cas des changements climatiques, on est dans le stade d'ébullition climatique. Donc il faut absolument développer la résilience, l'adaptation et être capable de pouvoir s'adapter et réagir. Une biodiversité donc qui se fragilise et puis une incapacité des États à gérer ces feux de forêt extrêmes. Monsieur Yacoubi Khbiza, donc les émissions de CO2 provoquées justement par ces feux extrêmes ont atteint des niveaux jamais enregistrés, donc en 2023, nouveau record. Peut-on imaginer des événements encore plus intenses, sachant que, comme vous l'avez déjà dit d'ailleurs sur ce plateau lors de cette émission, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'est que la répercussion de ce qui a été émis il y a plusieurs années. Donc ce qu'on est en train d'émettre aujourd'hui, ça risque et ça présage des choses encore plus mauvaises et catastrophiques pour les années à venir et donc pour les futures générations. Oui, je pense qu'on doit comprendre que l'exception ne restera plus une exception. Ça devient la règle. En ce qui concerne le climat, en ce qui concerne la gestion de l'environnement, en ce qui concerne les catastrophes naturelles. On devrait, dans notre politique, dans nos programmes, considérer les extrêmes climatiques, les extrêmes naturels comme étant un phénomène normal. Et on doit être préparé. Et c'est ce qui fait la différence entre les pays développés, entre les pays émergents et les pays en voie de développement, c'est que eux, ils sont préparés d'une façon anticipative à anticiper les effets des catastrophes et des extrêmes climatiques. Et les autres pays en voie de développement, ils sont très peu préparés. Le Maroc, heureusement, a fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne la lutte contre les risques et les catastrophes naturelles. À mon avis, les extrêmes liés au climat, ça va devenir normal. À mon avis, tout ce qu'on va recevoir comme précipitation, ça va être sous forme des inondations. À mon avis, il va y avoir beaucoup de sécheresse et on devrait très bien préparer à ce phénomène.
Les scénarios de futur le montrent. Maintenant, si je prends par exemple l'exemple du CO2, donc la tendance est à l'augmentation. Normalement, les émissions du CO2 à l'échelle mondiale, en 2002, c'était à l'échelle mondiale l'équivalent de 39 milliards gigatonnes. En 2003, on est à 41 à peu près, avec une augmentation surtout pour les pays les plus émetteurs. C'est le cas par exemple de l'Inde, c'est le cas par exemple de la Chine. L'Union européenne, ils ont fait un effort, mais malheureusement, ils sont en train de se convertir au gaz naturel, ils sont en train de se convertir à l'énergie nucléaire, avec toutes les questions d'éthique, mais la tendance est à l'augmentation. L'inertie va augmenter, ce qui va entraîner une augmentation des phénomènes extrêmes. Et c'est ce qu'on a vu cette année. Par exemple, cette année, on a vu le maximum des phénomènes extrêmes, que ce soit en relation avec le climat, que ce soit en relation avec ce qui est naturel. Et dans les deux cas, on devrait être préparé à faire face à ces phénomènes extrêmes qui pèsent beaucoup sur l'économie, sur les budgets de l'État. Par exemple, le cas, même si ce n'est pas un phénomène climatique, le cas du tremblement de terre, ça a beaucoup pesé sur le Maroc. Donc, les dégâts ils sont estimés à plus de 11 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 8 à 9% de PIB national. Et on devrait être préparé et on devrait être capable d'anticiper en intervenant sur le volet atténuation. On est avec les pays qui font un effort et en faisant sur place des stratégies d'adaptation contre le changement climatique et des stratégies de lutte contre les phénomènes extrêmes, contre les catastrophes, que ce soit de nature naturelle, que ce soit climatique. Mais la tendance, c'est à l'augmentation des phénomènes extrêmes. Et quand on compare le nombre des catastrophes naturelles depuis 1990 jusqu'à 2023, la tendance est à l'augmentation. La tendance est donc à l'augmentation. Il faut anticiper, se préparer à ce que ces phénomènes extrêmes soient la norme. C'est ce qu'on retiendra de votre intervention, Monsieur Sinan. L'Afrique, aujourd'hui, est l'un des continents les plus touchés, et notamment les pays les plus vulnérables face à ces réchauffements climatiques, à ces émissions de gaz à effet de serre. Comme l'a dit Monsieur Robert Biza, l'Afrique qui n'émet pas tellement, moins que 5%, et qui est pourtant celle qui paiera le plus lourd tribut. Que dire de cette situation ? Tout à fait, malheureusement. Donc, c'est les pays, entre guillemets, les plus faibles qui vont subir donc, les conséquences les plus fortes de ce problème de changement climatique, conséquences des émissions, de l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre. C'est sûr que déjà l'Afrique connaît une situation économique difficile. Il faut le dire, la plupart des pays vivent une situation économique difficile avec un niveau de développement donc, assez faible. Donc si on leur ajoute donc, les conséquences des changements climatiques, les choses vont devenir encore très, très difficiles. Donc c'est là où, la coopération internationale, les Nations Unies doivent intervenir donc, pour aider ces pays donc, à développer une résilience et à se développer, à continuer donc, à se développer. Sinon, ça va être donc, une situation très difficile et pour l'Afrique et pour le reste du monde, parce qu'on est dans une même planète qui est devenue une sorte de grand village. Ce qui se passe en Afrique impacte nécessairement donc, le reste du monde, et notamment donc, les continents les plus proches, par exemple l'Europe. Donc, c'est pas un choix. Dernièrement, avec ces inondations qui ont eu un impact important, sachant que c'est un pays qui est fragile économiquement aujourd'hui. Pardon ? En Libye, qui est un pays en Libye, pardon, j'ai pas entendu. Économiquement fragile, aujourd'hui, et qui a subi donc de plein fouet cette catastrophe naturelle. Et encore, la Libye, c'est un pays qui est riche quand même, et pourtant, donc, il a subi des conséquences comme ça, donc avec la destruction de ce barrage qui est plus lié, donc, à mon avis, donc bien sûr, donc il est lié donc au volume d'eau très importants qui sont arrivés, mais à mon avis, c'est plus lié donc, à l'insuffisance des ressources humaines. À l'insuffisance des ressources humaines pour un peu prévoir ces incidences et les gérer. Donc le Maroc aussi, il a des
il y a des inondations, il y a des crues qui arrivent, mais on sait donc anticiper donc la gestion de ces crues, ce qui évite donc ce qui a permis d'éviter beaucoup d'inondations graves, donc à travers encore une fois la construction des barrages avec des grandes capacités de stockage, avec la gestion des crues. Il y a tout un programme, il y a des plateformes qui permettent d'alerter l'arrivée donc des grands crues et qui permettent donc d'ouvrir les vannes des barrages pour éviter donc des inondations. Je voudrais insister sur un point donc, qui est en rapport par rapport donc, au développement de l'adaptation, de la résistance des pays, et notamment du Maroc. C'est le développement de la recherche et de l'innovation. On ne peut pas être prêt, on peut pas être totalement prêt si, donc, à ces gros problèmes qui sont devenus structurels et qui vont se développer avec le temps, si on n'a pas une expertise donc, bien présente dans notre pays. Donc, il faut absolument donc, développer donc, de façon substantielle et rapide la collaboration entre l'université et les différentes institutions publiques. Ils ne peuvent pas, disons, avancer parallèlement, il faut qu'ils avancent ensemble. Et il y a une grande expertise dans l'université, que ce soit les facultés, que ce soit les écoles d'ingénieurs, qui peuvent rien que pour la prévision donc, climatique, des changements climatiques, pour la prévision météorologique, les crues qui arrivent subitement, les précipitations. Donc l'université a beaucoup de choses donc, à donner donc, à notre pays et donc une collaboration mais structurée. Donc ne pourra qu'être bénéfique pour l'ensemble du pays et bien sûr pour nos amis africains dont beaucoup font des études ici. Mais on peut encore davantage développer cette collaboration donc, en envoyant nos experts dans ces pays pour donc, travailler avec leurs amis africains. Et justement, une grande nouveauté cette année lors de la COP28, il y a eu ce fonds de fonds et dommages, M. Qseri, qui a été validé. Donc, lors de la COP28, quel changement cela va impliquer? Est-ce que les fonds sont suffisants? On est arrivé aujourd'hui à 700 000, je pense à la fin de la COP, c'était 700 millions d'euros. C'était la somme, donc on s'est arrêté à cette somme, sachant que les besoins aujourd'hui en termes climatiques s'élèvent à 18 000 milliards de dollars. On a l'air d'être très loin du compte. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Oui, en réalité, face au changement climatique et aux catastrophes naturelles qui sont causées par ces changements, ces perturbations, il n'y a pas vraiment de véritable solution que la prévention, que d'essayer de remédier rapidement en diminuant les gaz à effet de serre de manière drastique, comme ça a été dit par le GIEC, mais aussi par l'Agence internationale de l'énergie. Il faut non pas viser la neutralité carbone 2050, mais aller vers 2040 pour pouvoir maîtriser la température à 2,8 jusqu'à 3 degrés d'ici 2100. Alors que l'accord de Paris parlait d'une augmentation qui ne dépassera pas 1,5 degré. Donc on est très loin. Le fonds des pertes et dommages qui a été instauré lors de la COP27, ou la COP28, il y a eu vraiment des avancées. Mais ça reste très très timide et c'est très loin, vous l'avez bien cité, devant les milliards de dégâts. Il y a quelques pays qui donnent quelques centaines de millions et parfois on trouve des pays gigantesques qui sont responsables du changement climatique qui ont donné moins de 100 millions d'euros et donc ça ne représente pratiquement rien. Quelques heures au Pakistan de pluie a suffi pour avoir des inondations qui vont coûter 30 milliards de dollars. Donc, ce fonds-là, c'est vraiment, pour l'instant, c'est quelque chose de très symbolique, mais les décisions qui ont été prises à la COP28, c'est surtout le fait de discuter pour la première fois la transition énergétique avec le dépassement de l'ère du pétrole et du gaz. Et ceci, ça a été dit dans un pays du pétrole et du gaz. On va en parler dans quelques instants, M. Qseri. Oui, on va en parler dans quelques instants quand on fera le bilan de cette COP28. Mais avant d'aller dans ce sens, M. Yacoub Biza, j'aimerais vous interpeller sur cet appel de Sa Majesté le roi Mohammed VI, justement lors de cette COP28, qui a appelé à une action urgente.
Je pense le message de Sa Majesté à la COP 28, c'était un discours plein de messages que la communauté internationale devrait bien intercepter. On doit comprendre que la COP 28 était une COP très particulière. Il se tient dans un contexte de turbulence géopolitique, ce qui entraîne un freinage de toutes les actions, avec ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au Moyen-Orient, ainsi de suite. Et c'était dans un contexte climatique alarmant. Il faut savoir que par rapport à l'accord de Paris, qui prévoit un objectif de 1,5 degré Celsius d'ici 2050, on est déjà à 1,4. Et ça pose un grand problème. Et que si on continue à fonctionner, à produire les énergies fossiles, à émettre du carbone de la même façon, dans 7 ans, on va consommer l'objectif de Paris. Troisièmement, la COP 28 s'est arrivée dans un contexte où il y a beaucoup d'attentes. Il y a un cumul où on devrait faire le bilan de l'accord de Paris, où on devrait faire un effort pour endommager les pays les plus vulnérables. Justement, cette COP28 devait faire le bilan, normalement. Oui, ils ont fait le bilan, mais le bilan a été très mitigé, donc a été évoqué par Siré. On était à Dubaï et ça a été très mitigé. Le bilan tel qu'ils le voient les responsables, c'est pas la façon dont l'a vécu la société civile et c'est pas la façon dont l'a vécu les chercheurs scientifiques. Certes, il y avait des choses très positives, mais il y a beaucoup de retard. Et ça a été dit par Siré, je prends le fonds des pertes et préjudices qui a fait beaucoup d'écho. Quand vous savez qu'on a injecté au départ 200 millions de dollars et que des pays très développés au sommet, je donne l'exemple des États-Unis qui ont donné 17 millions de dollars pour financer le fonds. Et on a fait beaucoup d'efforts pour arriver à 200 millions de dollars au niveau de ce fonds pour qu'il y ait la possibilité de le gérer par la Banque mondiale. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a que le message de Sa Majesté, donc elle a continué beaucoup de points très forts. À mon avis, la communauté internationale qui travaille sur la problématique du climat devrait en tenir compte. Et les points qui ont été évoqués par Sa Majesté, ils ont été en partie discutés à l'occasion des différents ateliers, à l'occasion des différents side events qui ont été organisés, et même à l'occasion de la discussion officielle. D'accord ? Donc, au niveau de la COP, je reviens à la COP, il y a des choses très intéressantes, il y a des choses dans lesquelles on n'a pas fait avancer. Justement, on va faire le bilan, mais vraiment à la fin de l'émission. Désolée de vous interrompre, mais pour rester sur le sujet donc, de cet appel fort de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Sa Majesté le roi donc, qui était en visite aussi aux Émirats pendant cette COP26, une forte délégation donc, marocaine qui était également là. Il y a eu 12 mémorandums d'entente qui ont été signés, notamment certains qui concernent le domaine énergétique. On parle de développer des centrales de production d'énergie à partir du gaz naturel. On parle également de développer des barrages hydroélectriques, également de renforcer les réseaux nationaux de transport et d'électricité du sud au nord du royaume. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Monsieur Qsiri ? Oui, en réalité, comme vous l'avez bien signalé, le message de Sa Majesté, vraiment à chaque COP, il est toujours pertinent. Il va droit au but. Parce que lorsqu'il a parlé de l'action, c'est vraiment ce qui manque. Il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de débats et on se perd parfois dans les procédures sur plusieurs années. Alors que l'urgence, elle est là. C'est pourquoi l'appel vraiment de Sa Majesté à l'action, c'est pour répondre à cette urgence qui ne peut plus attendre. Et parce qu'il faut aller droit au but. C'est pourquoi, avec le président avec le chef et les premiers responsables des Émirats, l'accord historique qu'ils ont signé, ça va dans le sens du pragmatisme. Comment avoir la capacité de régler le problème de l'Afrique maintenant avec des financements pour le gazoduc
du Nigeria vers le Maroc et vers l'Europe. Ça, c'est ce qu'il faut maintenant. Il faut mettre l'argent sur il parle de l'action. Aussi, le transport maritime, c'est l'une des solutions idéales pour réduire un petit peu les milliers de camions et le transport qui nous coûtent trop cher en climat et en énergie, et aussi en pouvoir d'achat. Donc, tout ça, ce sont des choix. Je ne parle pas des énergies renouvelables. Le Maroc et les Émirats, ils donnent le bon exemple. Ce sont les deux pays qui ont fait diminuer le prix de l'éolien de kilowattheure au plus bas. Le Maroc, puis les Émirats. Le Maroc, c'était à 25 centimes, 30 centimes, et les Émirats, c'est encore moins. Et donc, cette coopération bilatérale qui était en marge de la COP28, elle était là pour dire, oui, on est là, on appelle à l'action, on est engagé. Et le Maroc, on va en parler, il a présenté une stratégie neutralité carbone 2050, même si, lui, il n'est pas parmi les pollueurs. Et donc, il prend les responsabilités. C'est ce qui le fait classer à l'échelle mondiale grâce aux hautes décisions royales au niveau des premiers pays qui agissent dans le bon sens du climat. Et tout ça, avec la présence aussi de la princesse, la Hasna, qui a donné un excellent discours, et on a assisté avec l'ensemble des Nations Unies qui étaient là, et l'UNESCO, pour parler de l'éducation et le rôle de la transition grâce à l'éducation. Tout ça, ça a fait vraiment 3 piliers. Il y a la stratégie 2050 présentée par la ministre. Il y a d'abord le roi qui donne vraiment les orientations. Et au niveau international, il parle de choses concrètes, il parle de l'action. Il y a la princesse qui parle de l'éducation parce que c'est les valeurs. Le problème du monde, ce n'est pas un problème de finance, ce n'est pas un problème d'énergie, ce n'est pas un problème de coût, c'est un problème de valeurs. Il doit y avoir des valeurs de solidarité, il doit y avoir des valeurs de vivre en commun entre les pays développés et moins développés, sachant que la responsabilité historique, elle est là pour les pollueurs, mais il y a une responsabilité partagée parce qu'il y a d'autres pays en développement qui sont devenus aussi pollueurs. Le premier maintenant pollueur à l'échelle mondiale, c'est la Chine. Il y a aussi l'Inde qui est en train de polluer, il y a la Russie. Donc il y a d'autres pays qui sont, alors que l'Afrique, il subit l'impact. Donc il faut une vraie solidarité, il faut de vrais rapports bilatéraux comme ça a été fait par Sa Majesté, mais aussi des rapports multilatéraux. Et la COP, ça sert à ça. Ça sert non pas uniquement à des décisions, mais c'est aussi à des relations bilatérales, multilatérales, et qui sont l'un aussi des leviers de changement dans ce monde. Absolument. Donc cette COP28, il y a eu un accord historique, le plus important depuis 2015. Le texte appelle à opérer une transition vers une sortie des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable. Donc faisons maintenant le bilan, mais très rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission et j'aimerais vous donner la parole là-dessus. Monsieur Sinan, à vous, et ensuite Monsieur Yacoub Erbiza, pour qu'il ait l'occasion de continuer sur sa pensée de tout à l'heure. Donc est-ce qu'on peut être optimiste, finalement, une COP plus réussie que ce qu'on attendait? Je pense que c'est une COP qui est réussie, en tout cas par rapport à plusieurs qui l'ont précédée, parce que pour la première fois, donc les pays se sont mis d'accord pour, disons, réduire et abandonner à terme l'utilisation des énergies fossiles. Donc c'est la première fois où ça a été dit, disons, de façon très claire. Et surtout, ça a été dit dans un pays riche en pétrole. Donc, il y avait des inquiétudes par rapport à ça avant la COP, à savoir, donc la COP se tient dans un pays riche en pétrole, donc la réduction de l'utilisation du pétrole peut-être n'allait pas passer. On a parlé exactement de transition et le terme a été choisi justement minutieusement. Oui. Alors, donc, le texte final appelle à tripler la capacité des énergies renouvelables et à doubler le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'horizon 2030. Donc c'est une déclaration qui est très forte. Accélérer le déploiement des technologies à émissions nulles ou faibles, y compris le captage, le stockage et la valorisation du carbone. La réduction progressive de la production d'électricité à partir du charbon. Accélérer et réduire de manière substantielle les émissions, en particulier les émissions du méthane d'ici 2030. L'élimination, le texte appelle à l'élimination progressive
dès que possible, des subventions inefficaces qui ne permettent pas de lutter contre la pauvreté énergétique ou d'assurer des transitions équitables. Donc, c'est des déclarations très fortes. Donc, sur ce plan, donc, on peut dire que la COP a réussi. Mais bien sûr, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport au fonds de pertes et préjudices avec 700 millions, qui constitue vraiment une goutte d'eau dans la mer par rapport aux besoins. Vous avez cité des milliards, des milliers de milliards de dollars, donc on est très loin par rapport aux besoins, disons, des conséquences pour lutter contre les conséquences du changement climatique. Forte, mais encore beaucoup d'efforts à faire. Monsieur Yacoub Irbiza, en moins d'une minute, pouvez-vous nous faire le bilan de cette COP? D'accord. Moi, je me rejoins à mes collègues pour dire qu'à mon avis, la COP28, c'était une réussite. On doit comprendre les enjeux des COP. Là, on ne vient pas à la COP pour dicter des choses. Donc, c'est des négociations très difficiles où des enjeux de chaque État sont en place. Et la perte et préjudice, on doit savoir qu'à une époque, on ne parlait même pas des pertes et préjudices. À une époque, on la glisse entre les lignes. Maintenant, il y a un paragraphe où on parle des pertes et préjudices. On a l'espoir que les choses avancent en ce qui concerne ce fonds. Donc, c'est le début. Il y a aussi la transition énergétique. C'est la première fois qu'on parle de la responsabilité des combustibles fossiles et qu'on parle d'un modèle de développement qui n'est pas basé sur les énergies fossiles. Et on propose même aux pays producteurs du pétrole de développer tout ce qui est séquestration, le captage du carbone, leur stockage, etc. Donc, on donne même des solutions. Et aussi, on a essayé de renforcer le fonds d'adaptation, et c'est ce qui intéresse le plus les pays en voie de développement, y compris le Maroc. Donc, il y a des choses qui ont été faites, et certes, les Émirats arabes unis a travaillé de telle façon que la COP soit réussie, il a fait beaucoup d'efforts. Certes, il y a des Merci. On va avec la responsabilité commune et différentielle des pays développés. Merci à vous, Monsieur Mohamed Yacoub Irbiza. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences environnementales à l'Université Qadi Ayyad. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Monsieur Abdelrahim Qsiri. Vous êtes président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et également Monsieur Mohamed Sinan, qui est expert en ressources en eau et changement climatique. C'était un plaisir. Professeur à l'école Hassania des travaux publics. Très bien, merci pour la précision. C'est la fin de Questions d'actu. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles thématiques. Merci à vous.